Ma belle-mère sourit lors de la lecture du testament de mon père, et me dit que je n'aurai rien de sa succession de 70 millions de dollars. Alors, l'avocat de la famille se mit à rire si fort qu'il dut enlever ses lunettes. La salle de conférence de Sterling et Associés sentait l'argent qui avait dormi pendant des générations. Du bois d'acajou, du cirage au citron, du cuir si vieux qu'il avait cessé d'être un meuble pour devenir une architecture. J'avais déjà été dans cette pièce une fois, quand j'avais 7 ans, assis sur les genoux de mon père pendant qu'il signait des papiers qui ne signifiaient rien pour moi. Alors, et tout pour moi maintenant. Cette fois-là, la pièce m'avait semblé énorme, presque sacrée. Cette fois-ci, elle me semblait juste être une scène. Ma belle-mère, Elena, tenait déjà la cour quand j'entrai. Elle était à 6 ans. Plein centre de la table en chêne, vêtue d'une robe noire qui n'avait jamais été conçue pour le deuil. C'était une robe de cocktail. C'était une robe de gala. C'était, je suis arrivé et les caméras devraient être sur moi. Ses ongles étaient peints de cette nuance de rouge spécifique que les gens choisissent quand ils veulent que vous remarquiez leurs mains, longues, laquées, et tapotant légèrement sur la table comme si elle comptait à rebours avant quelque chose. Elle me regarda quand j'entrai. Elle ne dit pas bonjour. Elle sourit. Et je sus. Alors, j'avais toujours su, en fait, que ce moment était celui vers lequel elle s'était dirigée pendant 6 ans. Le moment pour lequel elle avait été patiente. Calculatrice, endurant un mari malade, le gain, le lever de rideau. Je m'assis sur la chaise près de la fenêtre, croisai les mains sur mes genoux, et là. Laissai savourer son sourire. J'attendais depuis longtemps aussi. Je ne lui avais juste pas dit ce que j'attendais. Permettez-moi de revenir en arrière, car rien de ce qui s'est passé dans cette pièce n'a de sens sans les années qui l'ont précédé. Je m'appelle Zachary. J'ai 32 ans. Au cours des 6 dernières années, j'ai travaillé comme chef de projet pour une entreprise de construction de taille moyenne. C'est un travail honnête. Un travail difficile. Le genre de travail qui vous met de la terre sous les ongles, et vous apprend, très tôt, que le monde ne récompense pas les gens qui restent là à avoir l'air important. Mon père, Robert Sterling, a bâti un empire immobilier de 70 millions de dollars, à partir d'un camion déglingué et d'un rêve, comme il le disait. Pas à la manière d'un autocollant de pare-choc. Littéralement. Il a commencé avec une seule propriété en 1987, et a passé les 3 décennies suivantes à acheter, développer, et conserver. C'était un self-made man au vrai sens du terme. Quelqu'un qui avait regardé la ville et décidé qu'il allait en construire une partie. C'était aussi le meilleur père que je n'ai appris à apprécier qu'après qu'il fut trop tard. Ma mère est décédée quand j'avais 12 ans. Un cancer. Rapide et brutal. Papa m'a élevé seul après ça, et ce n'était pas un homme chaleureux de manière évidente. Il ne faisait pas de discours, ni de cartes d'anniversaire avec des paragraphes écrits à l'intérieur, mais il était présent. À chaque événement scolaire. À chaque mauvaise note. À chaque erreur que j'ai faite dans la vingtaine, pour laquelle je m'attendais à être jugé. Il était juste là, disait très peu de choses, et laissait sa présence être la réponse. Quand j'avais 26 ans, il a rencontré Elena. J'aimerais vous dire que je l'ai vu venir. J'aimerais être le genre de narrateur qui a repéré les signes avant-coureurs tôt, et a essayé d'intervenir avec sagesse et précision. Je ne l'ai pas fait. J'avais 26 ans. J'étais soulagé qu'il ne soit plus seul. Ce fut ma première erreur. Elena a emménagé dans les 4 mois suivant le mariage, et elle a emménagé comme une espèce invasive. Tranquillement au début, puis partout à la fois. La maison de ma mère, avait toujours été chaleureuse. Des jaunes doux. Des meubles confortables, suffisamment usés pour se souvenir des formes des personnes qui les aimaient. Elle sentait le café le matin, et quelque chose qui cuisait l'après-midi. 6 semaines après l'arrivée d'Elena, c'était un musée.
Du marbre froid. Des meubles blancs que personne n'avait le droit de toucher. Une palette de couleurs qui ressemblait à un tableau d'ambiance pour une dépression clinique. Elle n'a pas redécoré la maison. Elle y a pratiqué un exorcisme méthodique, pièce par pièce. La première vraie victime fut Maria. Maria Reyes était notre femme de ménage. Depuis ma naissance. Elle m'avait tenu dans ses bras aux funérailles de ma mère. Elle s'était assurée que papa mangeait tous les soirs pendant les 2 ans après la mort de maman, quand il oubliait parfois que manger était quelque chose que les gens faisaient. Elle n'était pas du personnel. Elle était le dernier fil de la vie d'avant. Elena l'a licenciée un mardi, 3 mois après son emménagement. Lui disant qu'elle volait de l'argenterie. 30 ans de loyauté, 10 sous par. Une accusation et une boîte sur le pas de la porte. J'ai trouvé Maria en pleurs. Dehors quand je suis venu pour le dîner du dimanche. J'ai fait irruption à l'intérieur, prêt à tout brûler. Papa était dans son bureau, fixant la fenêtre. Il semblait plus petit, comme si quelque chose avait été extrait de lui qui ne se voyait pas de l'extérieur, mais avait changé ses dimensions quand même. Papa, c'est Maria, dis-je. Elena a besoin de gérer la maison à sa manière. Dit-il, la voix creuse. C'est juste plus facile, fiston. Ce fut le schéma qui allait définir les 6 années suivantes. Mon père, un homme qui avait affronté des grèves syndicales, qui avait renégocié des contrats qui faisait pleurer les hommes adultes, qui avait bâti un empire en refusant de cligner des yeux, s'est effondré, constamment et complètement, devant Elena. Il a choisi la paix plutôt que la justice parce qu'il était seul, et parce que la terreur particulière d'être seul à 60 ans, après avoir perdu la personne qui donnait un sens à la maison, n'est pas quelque chose que je comprenais alors. Comme je le comprends maintenant. Alors, Elena a continué. Les amis de papa ont cessé de venir. Ses partenaires de golf m'ont dit qu'elle les mettait mal à l'aise, critiquant leurs blagues, leur opinion politique, la façon dont ils traînaient de la boue sur le sol. Un par un, les personnes qui le connaissaient depuis des décennies ont discrètement disparu, et Elena a comblé l'absence avec des déjeuners de bienfaisance, et des photos de 2 en Toscane sur les réseaux sociaux. Puis vint l'isolement. Chaque fois que j'appelais le téléphone fixe, Elena répondait, il se repose. Ou, il a une mauvaise journée, Zachary. Tu sais comment il est. Je ne veux pas le contrarier. Quand le diagnostic est tombé. Parkinson, compliqué par une insuffisance cardiaque précoce, elle est devenue la gardienne. L'épouse dévouée, épuisée par son engagement, gérant héroïquement le déclin d'un grand homme, et je suis devenu une menace. Tu le stresses, me dit-elle à la porte d'entrée, un après-midi, bras derrière elle comme un gros bras. Le médecin a 10 pas de visiteurs non supervisés, sa tension artérielle monte en flèche chaque fois que tu pars. Je suis son fils, dis-je. Tu es un facteur de stress, dit-elle, et elle ferma la porte. Je suis resté sur les marches de la maison de mon enfance, regardant la fenêtre de la chambre de mon père, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'âge de 12 ans. Ce sentiment d'impuissance spécifique, de regarder quelqu'un que vous aimez disparaître, tandis que le monde vous dit que c'est pour son bien. Mais il ne savait rien de Thomas. Thomas Keller avait été le chef jardinier de mon père pendant 22 ans. Il avait 60 ans, était bourru, et loyal comme seul peuvent l'être les personnes qui ont gagné leur loyauté à travers des années d'épreuves. Il détestait Elena avec la haine spécifique d'un homme qu'il avait vu tenter de paver le jardin de roses de ma mère pour y installer une terrasse de méditation. Il me trouva attendant dans ma voiture, en bas de la rue, un soir de février, 8 mois avant la mort de papa. Il tapa à la vitre. Code 2. Portail 4492, dit-il sans préambule. La porte arrière est déverrouillée ce soir à 2 heures du matin. L'infirmière Grace est de garde. Elle déteste cette
femme. Je le regardais. Thomas, ton père a demandé, dit-il, et il s'éloigna. Cette nuit-là, je me suis faufilé dans ma propre maison d'enfance comme un voleur. J'ai monté les escaliers sur la pointe des pieds, évitant la troisième marche en partant du haut, qui grinçait depuis mes 15 ans, quand je m'échappais pour des fêtes. La maison était silencieuse, avec une odeur étrange. Ce mélange d'eau de javel et de parfum qui signifiait que personne n'habitait réellement. Ici, il la maintenait juste. La chambre de papa était au bout du couloir. J'ai poussé la porte. Elena racontait aux invités de ses déjeuners que Robert était mentalement absent, qu'il reconnaissait à peine les visages, que c'était très tragique, et qu'elle gérait cela avec une telle grâce. Ses yeux s'ouvrirent avant même que je ne m'asseye. Claire, fatiguée, remplie de douleur, mais complètement, entièrement claire. Zach, dit-il. Je lui saisis la main et ne pus parler un instant. J'ai essayé de venir plus tôt, dis-je enfin. Elle n'arrêtait pas de me bloquer. Je sais. Il me serra la main. La poigne était plus forte que ce à quoi je m'attendais. Elle me dit que tu n'appelles pas. Que tu attends ma mort pour vendre la compagnie. Tu sais que c'est un mensonge. Je sais. Il me tira plus près. Sa voix tomba à peine au-dessus d'un murmure. Je dois te demander quelque chose. Et j'ai besoin de la vérité. Comment t'ont-ils traité? Elena? Brad? Tiffany? Y a-t-il eu de la gentillesse? Un peu. Je regardais le visage de mon père, creusé par la maladie et quelque chose de pire que la maladie. Non, papa. Il me traite comme de la boue sous leurs chaussures. Il traite tout le monde comme ça. Il dépense ton argent en montre et en vacances pendant que tu es couché ici. Il ferma les yeux. Une seule larme coula sur sa joue. Quand il les ouvrit de nouveau, l'ancien Robert Sterling était de retour. Celui qui avait affronté les grèves syndicales. Celui qui avait construit quelque chose à partir de rien. Bien, dit-il. Je le fixai. J'avais besoin d'être certain, murmura-t-il. Je leur ai donné 6 ans, Zach. 6 ans pour être décent. J'avais besoin de savoir ce qu'il avait choisi. Il marqua une pause, reprenant son souffle. Je dois te promettre quelque chose. Quoi qu'il arrive à la lecture. Quoi qu'elle dise. Quoi qu'elle pense avoir gagné. Tu attends. Tu la laisses jouer sa carte. Tu la laisses montrer à tout le monde exactement qui elle est. Papa, je peux prendre un avocat. Nous pouvons contester le testament. Pas de combat. Pas encore. Ça. Poigne se resserra. Le piège ne fonctionne que si la proie se croit en sécurité. Harrison sait tout. Parle à Harrison quand je serai parti. D'ici là. Silence. Nous sommes restés ensemble pendant 1 heure. Nous n'avons pas parlé d'argent. Nous avons parlé de ma mère. Nous avons parlé d'un voyage de pêche que nous avions fait au Montana quand j'avais 9 ans, et de la truite arc-en-ciel qu'il m'avait aidé à attraper, et comment il m'avait fait la relâcher parce qu'elle paraissait trop jeune. Nous nous sommes dit au revoir sans prononcer les mots. C'est comme ça que font les Sterling. Je suis parti avant l'aube. Ce fut la dernière fois que je le vis vivant. L'appel est venu un jeudi matin de mars. Pas d'Elena, mais de son assistante. Elle n'a même pas passé l'appel elle-même. Les funérailles eurent lieu 4 jours plus tard, et Elena les a orchestrées comme le lancement d'un produit. 2. La dentelle noire, des larmes stratégiquement placées. Une réception à la maison. Après, où elle a parcouru la pièce comme une candidate lors d'une levée de fonds, récoltant les condoléances comme d'autres collectent des points de carte de crédit. Je me tenais seul au fond de l'église, et j'ai regardé, et je me suis
Souvenu de ce que papa avait dit. Laissez-les montrer qui ils sont. Je les ai laissés faire. Ce qui me ramène à la salle de conférence. Elena au centre de la table, les ongles qui tambourinent. Brad, 25 ans, lunettes de soleil à l'intérieur. Décrivant les spécifications de la Ferrari rouge qu'il voulait que le concessionnaire lui réserve. Tiffany, 22 ans, parcourant une brochure de voyage. Pour les Maldives avec l'énergie concentrée qu'elle n'avait jamais appliquée à visiter son beau-père à l'hôpital. L'intérieur rouge est sympa, disait Brad. Mais l'extérieur rouge avec l'intérieur noir, c'est celui qui claque. Ils le garderont jusqu'à vendredi, mais nous devons virer les fonds aujourd'hui. On s'en occupe, chérie, dit Elena en lui tapotant la main. Ses ongles rouges, ce calme patient et possessif. Elle me regarda de l'autre côté de la table. J'espère que tu n'as pas pris trop de temps libre pour ça, Zachary. Je sais que les salaires horaires peuvent être, je vais bien, Elena, dis-je. Je suis juste là pour entendre les dernières volontés de papa. Ses volontés. Elle fit un petit bruit dédaigneux. Robert a exprimé ses volontés très clairement. Nous avons tout mis à jour il y a 6 ans. La succession reste à la famille. Immédiate. Elle insista sur « immédiate », comme un pouce appuyé sur une échymose. La famille immédiate qui était réellement là pour lui, ajouta Brad, sans lever les yeux de son téléphone. Je me mordis l'intérieur de la joue. Et ne dis rien. Le piège ne fonctionne que si la proie se croit en sécurité. Monsieur Harrison va vous recevoir maintenant. Jonathan Harrison avait été l'avocat de mon père pendant 40 ans, et son ami pendant encore plus longtemps. Il avait 68 ans, bâti comme un secondeur à la retraite, avec le visage d'un homme qui avait vu toutes les versions du comportement humain, et avait maintenu, à travers tout cela, une impassibilité absolue. En 40 ans, je ne l'avais jamais vu ébranler. Aujourd'hui, il était quelque chose que je ne pouvais pas immédiatement nommer. Son visage était rouge. Ses yeux étaient brillants. Ses mains se déplaçaient sur les dossiers de son bureau avec une précision délibérée, qui ressemblait à un homme s'efforçant très fort de contenir quelque chose qui voulait sortir. Elena prit la chaise d'honneur directement en face de lui. Brad et Tiffany la flanquèrent. Je pris la place près de la fenêtre. Allons vite, Jonathan, dit Elena, croisant les jambes. Nous avons un agent immobilier à Toussia. Lisez juste l'héritage. Donnez-nous les codes d'accès au compte, et nous pourrons tous passer à autre chose. Harrison la regarda par-dessus ses lunettes de lecture. Mais condoléances pour la perte de Robert. C'était l'un des meilleurs hommes que j'ai connus. Très triste. Oui, l'héritage. Harrison se racla la gorge. Il prit le premier document. J'ai devant moi le dernier testament de Robert. Arthur Sterling, daté d'il y a 6 ans. Vous voyez? Elena me jeta un regard qui aurait pu tirer du sang. Je vous l'avais dit. Daté d'il y a 6 ans, répéta Harrison. Cependant? Il n'y a pas de cependant. Interrompit Elena, se penchant en avant. Nous avons rédigé ce testament. Ensemble. Il laisse l'intégralité de la succession à moi, avec des dispositions pour les frais d'université et de subsistance de Brad et Tiffany, et il exclut spécifiquement Zachary. Elle se tourna entièrement vers moi, savourant le moment. Tu n'obtiens rien, Zachary. Pas un sou. Pas les maisons. Pas les voitures. Pas même ces vieux livres sur lesquels tu passais ton temps. 6 ans de mariage, et j'ai finalement fait voir clairement à Robert la vérité sur son fils ingrat et absent. La pièce devint silencieuse. Brad ricana. C'est nul pour toi, frérot. Tiffany posa la brochure pour la première fois. Même à travers la froideur qui se répandait dans ma poitrine, car entendre les mots vous frappe toujours, même quand vous savez ce qui va suivre,
je restais immobile. Je regardais Harrison. Il regardait le papier. Et puis je l'entendis. Faible au début. Presque rien. Un grondement dans sa poitrine, comme s'il essayait de le réprimer et n'y parvenait. Pas tout à fait. Il posa une main sur sa bouche. Ses épaules tremblèrent. Son visage devint rouge. Et puis Jonathan Harrison, avocat vétéran de 40 ans, ami du défunt, modèle de retenue professionnelle, éclata de rire. Pas une toux polie. Pas un rire contrôlé. Un rire plein, authentique, retentissant, qui rebondit sur les murs d'acajou et remplit complètement la pièce. Il rit jusqu'à ce que ses lunettes s'embuent. Il rit jusqu'à ce qu'ils doivent les enlever, et presser son mouchoir en soie sur ses yeux. L'expression suffisante d'Elena passa de confuse, à offensée, puis furieuse, si vite que cela ressemblait à un diaporama. Comment osez-vous, claqua-t-elle. Mon mari est mort. C'est un moment solennel, je m'excuse, halta Harrison, essuyant ses yeux. Il me regarda, le plus bref clin d'œil disparut en une demi-seconde. Vraiment, c'était peu professionnel. Il se ressaisit. Remit ses lunettes sur son nez, et sa voix passa du rire à quelque chose de calme, de plat, et de très dangereux. Vous ne savez vraiment pas, n'est-ce pas, Elena? Vous croyez sincèrement qu'un document d'il y a 6 ans est toute l'histoire? C'est la seule histoire, claqua-t-elle. Oh, dit Harrison. Doucement. Vous avez joué un très bon jeu, mais vous avez commis une erreur fondamentale. Il se pencha en avant. Vous avez supposé que Robert avait bâti un empire de 70 millions de dollars en étant aveugle. Ce qui a suivi dans les 45 minutes suivantes fut le démantèlement le plus méthodique de la certitude d'une personne, que j'ai jamais vue. Harrison les a guidés, pièce par pièce, avec la précision calme d'un homme qui attendait ce moment précis, et l'avait répété suffisamment pour l'apprécier. Il a expliqué le Sterling Family Revocable Trust, établi il y a 25 ans, le panier qui avait toujours contenu tout ce que papa avait construit. Il a expliqué qu'un testament ne contrôle que ce qu'une personne possède personnellement à sa mort. Et il a expliqué qu'il y a 15 mois, papa avait exécuté une version irrévocable, entièrement reformulée de ce trust, examiné par le docteur Patricia Chen, J.D. spécialiste senior en fiducie et succession avec 30 ans de pratique, qui remplaçait complètement toute version précédente. Elena rit nerveusement. C'est impossible. J'étais avec lui tous les jours. Je surveillais son courrier. Je surveillais ses. Vous surveillez sa porte d'entrée, dit Harrison. Vous ne surveillez pas l'entrée du jardin. Et vous n'avez certainement pas anticipé un notaire privé, faisant une visite à domicile. À 2 heures du matin. La couleur commença à quitter le visage d'Elena, le fond de teint reposant sur rien. Il était malade, dit-elle. Il n'était pas compétent. Je contesterai cela. Je le ferai annuler. Harrison ouvrit un deuxième dossier. Le jour où Robert a signé le trust reformulé, il a subi une évaluation cognitive de 4 heures, administrée par le docteur Raymond Okafor. Neurologue gériatrique, 26 ans de pratique, ancien chef de neurologie à Merci Général. Il fit glisser le rapport sur la table. La conclusion du docteur Okafor. Robert Sterling a obtenu 29 sur 30 à l'évaluation MCI. Ses mots exacts furent. Et je cite directement, Monsieur Sterling a démontré une clarté de raisonnement exceptionnelle, et une compréhension volontaire approfondie de tous les actifs considérés. Il n'y a aucune base clinique pour contester sa capacité. Elena fixa le rapport. De plus, dit Harrison, la signature a été filmée. Robert explique à la caméra, avec ses propres mots, exactement pourquoi il a pris chaque décision. Il nomme les dates, les montants, et les incidents spécifiques. Il marqua une pause.
Voudriez-vous le regarder maintenant, ou préféreriez-vous garder cette expérience pour votre équipe juridique? Le silence dans la pièce avait une texture différente maintenant. Il avait du poids. Qui est le bénéficiaire? Murmura Tiffany. Elle était devenue blanche sous son contour. Harrison me montra du doigt, de l'autre côté de la table. Robert a démissionné de son poste de fiduciaire il y a 15 mois, dit Harrison. À sa démission, la fiducie a désigné un nouveau fiduciaire, et a simultanément transféré le titre de propriété légale de tous les actifs au seul bénéficiaire. Cette personne a été le propriétaire légal de la succession Sterling. Les maisons, les comptes, l'entreprise. Pendant 15 mois, il laissa cela s'installer. La maison dans laquelle vous dormiez appartient à Zachary. La voiture que Brad a conduite ici appartient à Zachary. Les comptes sur lesquels vous avez fait passer vos cartes de crédit depuis 1 an et demi, financées par Zachary. Brad se leva si vite que sa chaise recula et heurta le mur. J'ai vérifié le solde du compte hier. Il y a 3 millions sur le compte courant. Oui, dit Harrison, parce que Zachary l'y a laissé. La pièce se tourna vers moi. Je me levai lentement, marchai vers la fenêtre. Regardez la ville que mon père avait aidé à construire. Parce que papa voulait vous donner une dernière année, dis-je, me retournant pour leur faire face. Il m'a dit, Zach, s'ils prennent soin de moi parce qu'ils m'aiment. Pas à cause d'un gain financier, nous partageons tout. Si Elena est gentille avec toi, si elle montre qu'elle est une personne décente, nous prendrons soin d'elle. Tels furent ses mots exacts. J'avançai vers la table. Alors j'ai regardé. Pendant 15 mois, j'ai regardé. Je regardais Brad. Je t'ai vu acheter une Rolex à 40 000 $ sur le compte de l'entreprise, la semaine où papa était aux soins intensifs. Je regardais Tiffany. Je t'ai vu zapper son anniversaire pour Coachella. Je regardais Elena. Et je t'ai vu dire aux gens lors de thé déjeuner que Robert était mentalement absent, alors que mon père était dans cette pièce, complètement conscient de tout ce qui lui arrivait. Nous étions mariés, hurla Elena, retrouvant sa voix. J'ai des droits. Pension alimentaire. C'est de l'abus financier. Quoi? Vous ne pouvez pas. Juste, parlons d'abus, dit Harrison. Le rire avait complètement disparu de sa voix maintenant. Il tendit la main dans sa mallette et en sortit un simple dossier noir. Robert a engagé un détective privé il y a 36 mois, dit Harrison. Le nom de l'enquêteur est Denny Marsh, 20 ans d'expérience dans la fraude et les enquêtes sur les biens, ancien de l'unité des crimes financiers. Bureau d'État. Il ouvrit le dossier. Il posa 3 piles de papier sur la table, face visible, précisément, comme s'il distribuait des cartes. La première est un enregistrement de 2,4 millions de $ de dépenses du trust. Qui, je vous le rappelle, est la propriété de Zachary, au cours des 15 derniers mois. Une retraite spirituelle à 50 000 $ se donna pendant la semaine où Robert a été admis aux soins intensifs. Un salaire de consultant de 10 000 $ par mois versé à Brad pour un rôle pour lequel il ne s'est pas présenté. 17 achats de luxe totalisant plus de 280 000 $ sur une carte. Lié au compte du trust. Cet argent était, commença Elena. À Zachary. Dit Harrison d'un ton neutre. Chaque dollar. La deuxième, continua-t-il. Faisant glisser une pile de photographies sur la table, documente un schéma de comportement que l'enquêteur a observé sur 22 mois. Je ne les décrirai pas en détail. Vous vous reconnaîtrez dans les photos, Elena. Elle regarda la première photographie, un hôtel à Cabo, un homme qui n'était pas mon père, sa main dans la sienne. Le silence qui suivit était une espèce différente de tout silence qui l'avait précédé. Sa mâchoire se serra. Ses ongles rouges pressèrent à plat contre la table.
Le troisième, dit Harrison, sa voix très douce maintenant, est celui dont Robert a longuement débattu. Il ne voulait pas qu'il soit utilisé à moins que ce ne soit nécessaire. Il plaça la dernière pile sur la table. Un vieux rapport de police, jauni sur les bords. Ohio. Charles Vance, dis-je. Ton premier mari, Helena, est mort il y a 15 ans. Surdose accidentelle de médicaments pour le cœur. Jugé non concluant. Helena cessa de respirer. Je la regardais, sa poitrine immobile. L'enquêteur a trouvé les dossiers de la pharmacie. Tu as renouvelé son ordonnance 2 jours avant sa mort. Double dosage. Et tu administrais ces médicaments, tout comme tu administrais ceux de mon père. C'est un mensonge. Murmura-t-elle. Papa a fait tester son sang il y a 6 mois, dis-je. En privé. Il a envoyé l'échantillon à un laboratoire de toxicologie indépendant. Sous un faux nom. Les résultats ont montré 3 sédatifs dans son système qui ne lui étaient pas prescrits. Des doses élevées, compatibles avec la somnolence. Qu'il rapportait depuis des mois. La pièce avait cessé d'exister en dehors de cette table. En dehors de ces 4 personnes, et de ce dossier. Nous ne sommes pas allés voir le procureur, dis-je. Nous n'avons pas rouvert l'affaire de l'Ohio. Papa ne voulait pas que son nom soit mêlé à un procès pour meurtre. Il voulait la paix. Je pars, dit Helena immédiatement. Je pars. Tout de suite. Non, tu feras plus que partir. Harrison sortit 3 billets d'$1 de son tiroir-caisse, en plaça un devant Helena, un devant Brad, un devant Tiffany. Puis il lut le testament. À ma femme, Helena, je laisse la somme de $1. À mon beau-fils, Bradley, $1. À ma belle-fille, Tiffany, $1. Cette somme est spécifiquement désignée pour garantir qu'aucune partie ne puisse contester ce testament en prétendant avoir été oublié. Elles n'ont pas été oubliées. Elles ont été précisément prises en compte. Personne ne bougea pendant un long moment. Puis je sortis de ma veste et posai 3 enveloppes sur la table. Des avis d'expulsion, dis-je. Signifié. Maintenant, en présence d'un avocat. Vous avez 24 heures. Une équipe de sécurité vous attendra à la maison dans 40 minutes pour superviser l'emballage de vos effets personnels. Vêtements, articles de toilette, tout ce que vous avez acheté. Avec des fonds personnels documentés. Les meubles, dit Tiffany faiblement. Restent. Ils appartiennent à la fiducie. 24 heures, c'est impossible. Commença Helena. Alors vous devriez commencer maintenant. Je la regardai. Directement pour la première fois. Parce que demain à 13 heures, je changerai les serrures. Et quiconque sera encore sur la propriété à 13 heures sera arrêté pour intrusion, pour des motifs incluant un incident antérieur d'empoisonnement. Suspecté du propriétaire. Helena regarda le billet d'$1. Elle regarda l'avis d'expulsion. Elle regarda le dossier noir. Elle se leva. Saisit son sac à main. Laissa le $. Où il était. Tu es un monstre, dit-elle à la porte. Robert aurait honte. Je la laissai avoir le mot de la fin. Robert a écrit le plan, dis-je. Je ne suis que celui qui l'a exécuté. La porte se referma. Harrison laissa échapper un souffle qui semblait avoir été retenu pendant 6 ans. Il s'affaissa sur sa chaise et parut avoir au moins 10 ans de moins. Cela, dit-il doucement, s'est déroulé exactement comme Robert l'avait prédit. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé comme la justice le fait. Habituellement. Pas en un seul moment dramatique, mais sur des mois, pièce par pièce, comme une dette qui se paie en plusieurs fois. J'ai conduit jusqu'à la maison cet après-midi-là et je me suis garé dans la rue. J'ai vu une camionnette de location reculer dans l'allée. J'ai vu Brad porteur des cartons de basket 2.
Marc avec l'énergie furieuse et vaincue d'un homme qui vient de découvrir que la richesse n'est pas, en fait, permanente. J'ai vu Tiffany pleurer sur la pelouse, tenant un sac poubelle de vêtements, la brochure des Maldives nulles. Par en vue. Je ne suis pas entré. Je n'avais pas besoin de le voir de près. Papa avait eu raison sur ce point aussi. La victoire n'était pas dans la jubilation, elle était dans le silence de leur départ. Le lendemain à 10 heures du matin, je suis monté dans l'allée. La camionnette était partie, la maison était silencieuse. J'ai tapé le code, le même qu'avant, mon anniversaire, et j'ai poussé la porte. Le couloir était vide. Ils avaient pris leurs effets personnels et avaient laissé le marbre froid, les meubles blancs, et toute la curation muséale d'Elena exactement en place. Sur le comptoir de la cuisine, un jeu de clés et un mot écrit de la main acérée d'Elena. J'espère que tu vas pourrir dans cette grande maison vide. Je l'ai froissé et jeté à la poubelle. Mon téléphone vibra. Un message de Sarah, ma fiancée, la femme que j'avais tenue entièrement à l'écart de cette situation, car je refusais de donner à Elena des munitions supplémentaires. C'est fait? C'est fait. Je viens. J'apporte des pizzas et de la peinture. On fait le salon ce soir. J'ai ri. La première fois depuis des semaines. Fais-le en jaune, ai-je répondu, comme avant. 40 minutes plus tard, le camion de Thomas s'arrêta dans l'allée. Il en sortit, tenant une pelle et une petite plante en pot. Il s'approcha et regarda la maison un instant. Puis il cracha par terre. J'ai entendu dire que la sorcière avait déménagé, dit-il. Oui. Il tendit la main dans sa veste et en sortit une enveloppe. Ton père m'a donné ça il y a 6 mois. Il a dit de l'ouvrir quand la maison serait propre. À l'intérieur se trouvait une lettre. De la main de papa. Thomas, si tu lis ceci, Zach est rentré. Je t'ai laissé quelque chose dans la fiducie. Assez pour prendre ta retraite. Ou assez pour replanter ce jardin de roses que tu as pleuré pendant 6 ans. C'est toi qui vois. Prends soin de mon garçon. Thomas se racla la gorge. Sa mâchoire se contracta. 50 000 $, dit-il. Vieux fou, j'aurais fait les roses gratuitement. Tu ne prends pas ta retraite, n'est-ce pas, dis-je. Ces hybrides de thé ont besoin d'être taillés, dit-il, et il s'éloigna vers la cabane de jardin comme s'il n'était jamais parti. 3 mois après la lecture du testament, je reçus une lettre de Harrison. J'étais assis sur la terrasse arrière, sur de nouveaux meubles. Des meubles confortables, résistants aux intempéries, des meubles qu'on pouvait réellement utiliser, observant Thomas travailler les massifs de roses qu'il avait réaménagés depuis la terrasse de méditation en gravier d'Elena. Il avait replanté les roses de célébration dorées de ma mère, jaunes, ses préférées. La lettre de Harrison faisait 2 pages. Le procureur de l'Ohio, alerté anonymement par notre enquêteur Denny Marsh, avait rouvert l'affaire Charles Vance. La compagnie d'assurance qui avait versé une indemnité pour la mort de Vance avait indépendamment lancé une enquête pour fraude. Les biens d'Elena étaient gelés en attendant l'issue. Elle vivait dans un appartement de 2 chambres en ville. Elle était représentée par un défenseur public. La dernière ligne avait un post-scriptum, presque une pensée après coup. Brad a été aperçu travaillant comme voiturier au Hillcrest Country Club jeudi dernier, le même club qu'il fréquentait en tant que membre sur le compte de votre père. Je pensais que vous voudriez le savoir. Je pliai la lettre. Je ne ressentais pas de joie. Pas exactement. Je ressentais quelque chose qui ressemblait davantage à la sensation d'une blessure qui avait été là si longtemps, que vous aviez oublié ce que c'était de ne pas la voir. Et puis un matin, vous vous réveillez, et elle est juste partie. Je suis allé dans le bureau de papa. Il y avait encore une chose.
Dans sa dernière lettre à Harrison, il y avait eu un post-scriptum qu'il avait demandé de ne pas lire à voix haute dans la salle de conférence. Un privé, juste pour moi. Zach. Une fois que la maison sera à toi, vérifie le double fond du 3e tiroir du bureau. J'y ai caché quelque chose le jour où Elena a demandé où était la bague de fiançailles de ta mère. Je lui ai dit que je l'avais perdue. Je me suis assis au bureau en acajou où il avait bâti son empire. 3e tiroir. J'ai palpé le bord comme il me l'avait appris enfant en jouant à cache-cache. Un petit loquet. Clic. Le panneau s'est soulevé. 2 choses à l'intérieur. Une petite boîte en velours et un carnet en cuir. La boîte contenait le solitaire en diamant qu'il avait donné à ma mère quand il n'avait rien d'autre qu'un camion et un rêve. Simple. Élégant. La bague qu'Elena avait voulu remplacer par quelque chose de plus voyant. La bague que papa avait cachée. Plutôt que de la laisser s'en approcher. Je l'ai, papa, dis-je à la pièce. Vide. Elle ne l'a jamais touchée. J'ai ouvert le carnet. C'était un registre. Des colonnes manuscrites. Nom. Date. Montant. Objet. Août 2019. Isabella Martinez. 15 000 $. Frais de scolarité. 2e année. Isabella. La petite fille de Maria. Janvier 2020. Lucas Miller. 12 000 $. Prêt pour la création d'une petite entreprise. Annulé. Lucas. Le fils de Thomas. J'ai tourné les pages plus vite. Des dizaines de noms. Le chauffeur qu'Elena avait viré pour être trop bavard. La réceptionniste de l'ancien bureau de papa qui avait eu besoin d'une intervention médicale. D'anciens employés, des voisins, des gens qui lui avaient montré de la simple gentillesse au fil des ans. Pendant qu'Elena achetait des sacs de créateurs, mon père gérait une opération caritative secrète depuis le tiroir de son bureau. Il siphonnait sa propre richesse, petit à petit, pour les gens qui étaient réellement là pour lui. Pas de manière légale, de fonds fiduciaires. De manière manuscrite, au milieu de la nuit, c'est entre toi et moi. J'avais passé 6 ans à être en colère qu'il ne se soit pas opposé à Elena. Je l'avais vu comme une faiblesse. Une capitulation. Je n'avais pas compris qu'il menait une guerre d'un autre genre. Une guerre de guérilla de la gentillesse, derrière les lignes ennemies. Une note était glissée à l'arrière du registre. Zach, le trust a un sous-compte appelé la Sterling Education Initiative. Il est financé. Continuez-le. Elena voulait être une reine. Je préférais être un voisin. Ne laisse pas l'argent te rendre dur, fiston. Utilise-le pour adoucir les choses pour les gens qui ont la vie dure. J'ai pressé le livre contre mon front. Je promets, dis-je. Ce soir-là, Sarah arriva avec 2 grandes pizzas et un gallon de peinture jaune chaude, et nous mangeâmes sur la belle vaisselle de ma mère, retrouvée dans le grenier où Elena l'avait exilée, tandis que Maria, réembauchée au double salaire, avec un plan de retraite, faisait semblant de ne pas écouter tout ce que nous disions, tout en écoutant très clairement tout ce que nous disions. Après le dîner, j'ai emmené Sarah dans le jardin sous un ciel teinté de violet. Je n'ai pas fait de discours. Papa n'était pas un homme de discours, et moi non plus. J'ai sorti la boîte en velours. Il a gardé ça, dis-je. Il l'a gardé caché. Pendant 6 ans, pour qu'il survive assez longtemps pour compter. Je crois qu'il a toujours su pour qui c'était. Elle regarda la bague. Elle ne demanda pas la taille. Elle ne demanda pas le contrat de mariage sur lequel Harrison avait insisté. Elle dit juste oui. Thomas, qui n'avait absolument pas taillé le massif
De Rose à 15 pieds de là dans l'obscurité, ne fit absolument aucun bruit. Les roses jaunes fleurirent au clair de lune. Et quelque part dans cette ville, dans une maison pleine de chaleur, de travail honnête, et de gens qui sont présents. Je suis devenu le genre d'homme que mon père m'avait élevé à être. Pas l'argent, pas les bâtiments, pas les 70 millions de dollars, juste ça.